C'est Yves Livre, l'émission littéraire du Pavé du Canal et de TV78. On va parler philo aujourd'hui avec cette question: où sont les femmes? Yves Livre avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Élodie Pinel, comment allez-vous? Très bien, merci, bonjour à vous. Vous êtes autrice, philosophe, chercheuse. Le cahier des charges d'Yves Livre, vous connaissez certainement. Il y a pléthore de talents dans les Yvelines. Des gens qui écrivent des romans, des essais, de la BD, du manga, pourquoi pas. Vous écrivez de la philosophie, mais vous n'êtes pas amatrice, vous êtes professionnelle. Vous êtes chercheuse, enseignante, c'est ça? Oui. Et autrice de philosophie. Et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Moi aussi je pense, donc je suis. C'est édité chez Stock. Donc c'est vraiment un livre qui a déjà eu son petit succès, hein, parce que c'est pas une nouveauté, il est sorti en février 2024. Et c'est vrai que le point de départ de ce livre, c'est de se dire, où sont les femmes? Alors je disais ça, hein, ça déjà, c'était un petit clin d'œil, mais en tout cas dans l'histoire de la philosophie, on peut faire le test, on peut aller demander dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines ou des Yvelines, de partout d'ailleurs, citer 5 philosophes. A priori, il y aura Socrate, Platon, Descartes, mais est-ce qu'on aura Simone Veil et Hannah Arendt? Question, les femmes sont invisibles, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, on a du mal à nommer des femmes philosophes pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles sont peu étudiées, autant au lycée qu'à l'université. Ouais. Donc même quand on est professionnel de la philosophie, comme vous l'avez indiqué, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, je suis agrégée de philosophie, j'enseigne, et j'ai fait mes études exclusivement en philosophie pendant quand même 7 ans de suite. Malgré tout, je n'étais pas capable d'aller au-delà des plus connus, en fait, hein, des 5-6 les plus connus. Et c'est vraiment en me penchant dans l'histoire de la philosophie pour ce livre que j'en ai découvert énormément. Ouais. Et que j'ai compris qu'il y avait là quelque chose qu'il fallait interroger sur cette invisibilisation ou cette silenciation. Ce sont des termes qu'on trouve souvent en théorie féministe qui décrivent les mêmes phénomènes. C'est pas forcément de la faute des gens qui ne s'intéresseraient pas. C'est tout simplement parce que à l'école, en première, en terminale et même au niveau universitaire, les femmes sont très peu étudiées. Les philosophes femmes sont très peu étudiées. Oui, parce que souvent on aborde la philosophie dans un cadre scolaire. Ouais. On la découvre de toute façon dans un cadre scolaire. On a d'ailleurs cette chance en France de pouvoir tous y être initiés au lycée, dans les C'est quand même assez tard. Hein. Il faut attendre la première, alors que les autres matières, on commence dès la primaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, mais par comparaison avec les autres pays européens ou occidentaux en général, la philosophie est quand même obligatoire. Ce qui étonne beaucoup nos voisins, hein, nos voisines. Ça c'est une richesse. Ça c'est une richesse. Dans le livre, vous en parlez donc très clairement. Il y a un chiffre, dans les programmes officiels, il y a 70 philosophes hommes qui sont au programme. Les femmes, il y en a 5. Alors, on va les citer, on va les voir à l'image d'ailleurs, ça va rappeler des choses aux gens. Il y en a des très connus, on peut pas le nier. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir évidemment, Simone Veil, avec un W, hein, Simone Veil, la philosophe. Il y a une femme un peu moins connue, Elisabeth Anscombe. Je ne sais même pas si je prononce bien. Très bien. Très honnêtement, je ne connaissais pas bien. Et Jeanne Hersch. Oui. Voilà, ça fait 5 sur 70. Vous avez une explication ou pas? Alors, il y en a même une 6e que j'avais à un moment oublié de mentionner, qui est Iris Murdoch, mais que j'ai mentionné plus tard. Voilà, ça, à un moment, il y a un passage où je la réintroduis. Et en effet, c'est 84 noms en tout de philosophes, et donc seulement 6 femmes, ce qui est vraiment un pourcentage très très faible. Alors pourquoi? Eh bien déjà, il faut s'estimer chanceux, parce qu'en réalité, elles ont été introduites en 2019. Parce qu'avant 2019, avant la réforme en fait du bac, ce qu'on appelle le bac Blanquer, il n'y avait qu'une femme, et c'était seulement donc Hannah Arendt. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est hallucinant parce qu'en fait, même quand on observe la genèse de cette décision, elle n'a pas été consensuelle. N'a pas été une volonté unanime des professeurs qui ont été consultés. C'est juste que les professeurs consultés, inspecteurs, professeurs en prépa, n'ont pas pensé de même à cette introduction de femmes dans le programme, et que c'est la présidente du Conseil supérieur des programmes, qui donc était une femme à l'époque, qui a d'elle-même suggéré cette inscription de 5 femmes supplémentaires dans le programme. Et ça a suscité quelques polémiques d'ailleurs. Donc les choses vont évoluer, en tout cas aujourd'hui en 2025, on est à ça, hein, le ratio c'est ça. C'est ça. 70 hommes, 5 femmes, c'est quand même très peu. Un autre chiffre, une date, 1914.
en 1914, la première femme à soutenir une thèse de doctorat en philosophie a pu le faire. Elle s'appelait Léontine Zanta. Donc c'était, on a la photo d'ailleurs, on va la passer à l'image parce que c'est l'occasion aussi de montrer toutes ces femmes qu'on connaît assez peu. Léontine Zanta, je répète son nom, il y a 111 ans, la première thèse de doctorat. Et donc c'était il y a très peu de temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a eu sa thèse, elle n'a pas pu enseigner pour autant, que ce soit au lycée, à l'université. Je crois qu'elle a enseigné dans le privé. En tout cas, dans le public, ça n'a pas été possible. Non, c'est-à-dire que les filles n'avaient toujours pas de philosophie pour leur baccalauréat. Donc, au lieu de philosophie, elles avaient le droit à un enseignement moral ou quelque chose d'autre qui tenait de la culture, mais on ne voulait pas, en fait, leur faire accéder à la réflexion critique. D'accord. En fait, ce que vous nous racontez dans votre livre, c'est une histoire donc, de la philosophie, une histoire de la philosophie. C'est aussi en creux une histoire du sexisme et du sectarisme. Oui, c'est toujours ce à quoi on arrive en termes de conclusion quand on se penche sur l'histoire des femmes, quel que soit le domaine. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire des compositrices, l'histoire des peintres, des femmes peintres, dès qu'on s'intéresse en fait à ce cas, au cas des femmes, à la représentation des femmes, on a les mêmes obstacles, les mêmes leviers pour résister à ces obstacles, pour que ces créatrices, ces compositrices, ces femmes en général réussissent en fait à s'imposer ou en tout cas à exercer un petit peu dans le domaine qu'elles ont choisi. Et ce sont les mêmes mécanismes à chaque fois. Ouais. Vous rappelez dans le livre, alors c'est évident, mais pour quelqu'un pour un béotien comme moi, il y a des femmes, il y en a toujours eu dans la philosophie depuis l'Antiquité. Alors c'est pareil. Antiquité, Socrate, Platon, Épicure, Aristote, etc. Je vais quand même les citer, les femmes philosophes de cette époque-là, qui n'ont pas toujours été invisibilisées, puisque au Moyen-Âge, quelque part, et c'est souvent le cas, on était plus avancé qu'aujourd'hui, notamment grâce à Christine de Pisan, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle La Cité des Dames, qui est toujours très connu aujourd'hui, qui est une référence, et elle nous parle de Diotime de Mantinet, d'Hypatie, ou de Damo, par exemple, des noms qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui. Oui, alors Diotime est un peu connu pour ceux qui ont lu Le Banquet et qui ont fait attention à ce petit passage très furtif. Oui, ma prof de première ne va pas être contente si elle me voit, mais oui, on la croise. Oui, c'est ça, on la croise. C'est vrai qu'elle a souvent été même invisibilisée par les historiens de la philosophie, puisqu'on a eu tendance à dire pendant des décennies et peut-être même des siècles que c'était une figure fictive, que Platon aurait complètement forgé de toutes pièces. Comme Homère, quelque part. Comme, pardon ? Homère, oui, voilà. Et que Socrate, finalement, se référait à une femme et elle n'aurait pas vraiment existé. Et donc, il n'y a que récemment, depuis 15-20 ans, qu'on admet la possibilité d'une existence historique réelle de Diotime, puisque c'est totalement cohérent. Pourquoi Platon irait citer une femme qui n'existe pas ? Il n'en a pas besoin, en fait. Quant à Hypatie, c'est très intéressant comme cas, parce qu'elle a été un peu popularisée, mais à courte échelle, malheureusement, dans un film qui s'appelle Agora, d'Amenabar, et qui est vraiment un excellent film. Qui retrace tout son parcours en tant qu'intellectuel dans l'Alexandrie des premiers siècles après Jésus-Christ et dans un contexte d'intolérance religieuse et d'autoritarisme. Alors, ce qui est très frappant aussi, c'est que le mot philosophe, c'est un mot, même sur une encyclopédie en ligne où on va à peu près une fois par jour, minimum une fois par jour, tous ici, on ne dit pas philosophe pour les femmes. C'est un terme qui est assez peu employé. On parle de femmes de lettres, d'essayistes, d'épistolières, si ça s'est produit au cours d'une correspondance, ou même une périphrase du type un esprit vif et curieux de l'époque, etc. C'est pas du tout le cas. C'est le cas ici en France. Je ne sais pas dans les autres pays en Europe, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon en tout cas, on dit philosophe pour les femmes. Oui, c'est un terme qu'on a du mal à attribuer aux femmes en France ou dans la culture francophone. Et en effet, quand on consulte les encyclopédies en ligne, on voit qu'en fonction des langues, le terme va être utilisé philosopheur en anglais, alors que la même notice biographique en français femme de lettres. Voilà, on va avoir intellectuelle, penseuse, femme de lettres, essayer tout ce qu'on veut, mais pas le terme philosophe, comme si c'était une distinction honorifique, finalement. Qui consacrait l'ensemble d'une œuvre et qui n'était pas juste le constat d'une activité. Si elle a produit de la philosophie, écrit de la philosophie, elle est philosophe. En France, on a une espèce de réticence comme ça à accorder ce titre. Et alors même le magazine Philosophie Magazine, qui est quand même une référence en France, publie régulièrement des livres. Et en 2023, ils ont sorti un livre qui s'appelle « 23 penseuses pour 2023 ».
23 penseuses. Oui, parce qu'il a décidé d'intégrer des sociologues, des anthropologues, et en fait, ils sont sortis un peu de leur champ de la philosophie initiale pour pouvoir intégrer 23 noms. Mais en réalité, si on avait voulu rester dans la philosophie pure, on en aurait trouvé 23. Moi, j'en ai 135. Hein, oui, donc ça devrait aller. Évidemment, on parle de Simone de Beauvoir, qui est l'une des figures de proue de la philosophie au féminin en France au XXe siècle. Dans les mémoires d'une jeune fille rangée qu'on a tous lu, j'espère, non, c'est pas vrai, mais en tout cas, on devrait. Elle le dit, hein, elle l'écrit noir sur blanc. Papa disait volontiers, Simone a un cerveau d'homme. Faut-il être un homme pour penser ? C'est une des questions, en effet, que je soulève dans un des chapitres sur le fait de se viriliser ou se déféminiser quand on veut faire de la philosophie, quand on est une femme. Souvent, il y a davantage de garçons que de filles en études de philosophie. Et alors, en général, on peut prendre ça de manière assez sereine, en se disant que voilà, on est dans l'objectivité de la raison. Donc, on est dans un genre neutre et peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Mais souvent, cette espèce de peut-être naïveté ou d'innocence est démentie plus tard. C'est le constat que font certaines philosophes comme Vinciane Després, par exemple. Vinciane Després, oui, qu'on connaît bien quand même aujourd'hui. Ouais. Oui, et qui constate qu'elle est revenue de cette idée en construisant sa carrière à l'université, en se rendant compte qu'en fait, être une femme l'avait quand même mise un peu à l'écart, ne lui avait pas permis d'accéder à autant de reconnaissance que ses collègues masculins, et que sans doute qu'elle avait intériorisé ce fait sans se l'avouer à elle-même dès le départ. Et donc ça, c'est en effet une prise de conscience, puisque c'est un livre qui veut faciliter ou proposer en tout cas une prise de conscience que l'on a plutôt tardivement en général. On ne s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'on n'a pas le même statut. Et votre livre met le doigt aussi sur un point que je n'avais pas réalisé. Il y a un débat en fait parmi les grands philosophes, les vrais de vrais, dont les femmes. Qu'est-ce qu'un philosophe finalement? À quel moment on peut se dire philosophe? Finalement, Deleuze le dit d'ailleurs, un philosophe c'est quelqu'un qui produit des concepts et qui produit des mots, des néologismes liés à ces concepts. Est-ce que les femmes produisent moins de concepts et moins de néologismes que les hommes? Non, a priori. Alors en fait, non, pas du tout. En effet, il y a pas mal de femmes qui ont produit des concepts, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit après au 19e ou au 20e, pour prendre juste un exemple. Oui. Déjà, avec le totalitarisme ou la banalité du mal, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et puis, plus proche de nous, Donna Haraway, qui est toujours vivante aujourd'hui, qui est une philosophe américaine, qui a produit le concept de savoir situé, alors qui est un peu redevable à Bourdieu, mais elle en a fait quelque chose de vraiment personnel. Donc, si on cherche, là encore, on trouve. Ouais. C'est pas la question de est-ce qu'elles ont passé le test en fait. Hein. C'est est-ce qu'on veut admettre qu'elles puissent l'avoir passé. C'est un peu différent. On peut. Il faut juste une histoire de volonté des éditeurs, des personnes qui font les programmes, etc. Juste un mot parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Cécile Colère. Qui est Cécile Colère? Racontez-nous. Alors, Cécile Colère est d'abord une amie, une collègue agrégée de lettres qui enseigne dans les Yvelines. Et c'est aussi un otage. Elle est otage de l'Iran depuis mai 2022. Et donc, avec le comité de soutien, on réclame sa libération immédiate et sans condition, puisqu'en fait, elle a été arrêtée par le régime iranien et elle est placée dans la section la plus dure de la prison d'Evin, à savoir la section 209, réservée aux prisonniers politiques. Et donc, elle fait partie de ces 3 otages actuellement détenus en Iran, pour lesquels les négociations peinent à aboutir depuis 2 ans et demi. Bah, voilà, donc on voulait absolument en parler. Vous avez une demande à faire, c'est ça, vous m'avez dit? Oui, une pétition est en ligne. Elle a été relayée par le site de France Info il y a 2 jours pour réclamer la libération des 3 otages. Et j'invite tous les téléspectateurs, téléspectatrices à la signer parce que c'est ce qui aide aussi à avoir du poids, donc à peser dans les négociations. Merci Élodie Pinel, merci d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle, moi aussi je pense donc je suis. Quand les femmes réinventent la philosophie, c'est édité chez Stock. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de TV78 en partenariat avec la librairie Le Pavé du Canal. À bientôt.